Ça fait qu'aujourd'hui, bienvenue tout le monde à notre sixième session. Celle-ci, on va discuter des bonnes et des mauvaises bébites, savoir qu'est-ce qu'est la différence, puis reconnaître la différence entre une présence puis une infestation. Je trouve que c'est important de toucher à ce sujet-là parce que c'est souvent, on voit une bébite puis on est comme un petit peu paniqué. Puis des fois, c'est une bébite qui est laide puis comme on se demande, ben, c'est-tu quelque chose qui faut s'en soucier ou pas. Puis la plupart du temps, la majorité des insectes qui se promènent sont pas néfastes. Il y en a quelques-uns des vilains. On va les toucher des pires des vilains. Mais la majorité des insectes, ils sont soit neutres ou ils sont, tu sais là, ils peuvent être bénéfiques. C'est une question de juste regarder c'est quoi le comportement qu'ils font, puis quel impact qu'ils ont sur nos plantes. Ça fait qu'on peut commencer peut-être avec les bonnes bébites, puis on les connaît toutes, des pollinisateurs. Maintenant, on regarde à des abeilles, on reconnaît toutes que des abeilles, c'est nos grands pollinisateurs, mais c'est pas les seuls insectes qui font la pollinisation. Ça fait que, comme vous voyez dans l'image à la droite ici, ce qu'on a là, je suis pas au courant du nom français. En anglais, on nomme ça un hummingbird moth. C'est un papillon qui agit, qui ressemble, qui vole pareil comme un oiseau-mouche. Puis ça fait les mêmes bruits puis tout. C'est vraiment une drôle de petit insecte. Elle s'en va faire pareil comme un oiseau-mouche. Elle a une grande proboscis qui rentre dans le miton de la fleur, qui va chercher le pollen, puis le nectar, puis tout ça, puis elle a le même style de vie que l'oiseau-mouche. Puis évidemment, c'est une belle petite insecte. C'est intéressant de la voir. C'est de quoi qu'on va peut-être même pas remarquer. Mais lorsque c'est qu'il rentre dans le jardin, on voit que c'est spécial qu'est-ce que c'est que la nature pour nous emmener. Il y a pas seulement comme quasiment tous les insectes qu'on voit sur les fleurs, s'ils sont en train de marcher dessus la fleur, ils sont en train de partager du pollen d'une fleur à la prochaine. Puis des fois même comme quasiment tous les insectes, des guêpes même, toutes sortes de choses comme ça, même des mouches, des mouches régulières. Ça fait que, comme vous voyez, la petite insecte ici, c'est une petite beetle qui est là sur la marguerite. Tu sais, là, on m'a dit allô, là, tu sais. C'est juste pour dire que si on entoure notre jardin avec des fleurs sauvages particulièrement, des fleurs indigènes, nos insectes indigènes qui sont bénéfiques, ils sont habitués aux fleurs indigènes. Ça fait, si on a juste du grand gazon, aucune fleur pantoute, on n'est pas en train d'inviter ces alliés-là qui peuvent venir nous donner un coup de main dans notre jardin. Il y en a certains qui c'est des prédateurs de mauvais insectes. Puis, si on n'a pas d'habitat pour eux, ils vont pas être là pour appuyer notre projet dans le jardin. Ça fait ici, j'ai à la gauche des marguerites, on connaît bien ça. À la droite, on appelle ça du yarrow en anglais, je suis pas sûr du nom français, s'il y a quelqu'un qui le sait. C'est quoi? Des achillées millefeuilles? Fantastique, merci bien. Puis c'est ça, puis c'est des sortes de fleurs comme vous voyez, c'est comme un petit parapluie avec tout un plateau de petites fleurs comme ça. Il y a plusieurs types de fleurs qui ont des formes de fleurs comme ça, des carottes par exemple, des Queen Anne's lace. C'est toutes des fleurs comme ça, que des fleurs multiples. Ça attire beaucoup, particulièrement les prédateurs d'insectes. Ils vont passer beaucoup de temps sur ces types de fleurs-là. Puis, l'important des fleurs sauvages comme ça, c'est qu'ils restent en fleurs quasiment tout l'été. Ils sont toujours en train de produire des fleurs. Ça fait que des fois, on va planter des fleurs décoratives, des fleurs qui ont des différentes caractéristiques vraiment esthétiques, puis ça, on fait venir des tulipes, puis toutes sortes d'affaires, mais ça rouvre juste donner de la beauté pour une petite période de temps dans l'année, puis ensuite ça, ils ont comme fini.
mais ils sont pas là pour appuyer notre jardin toute l'année. Hein. Ça fait que c'est important de regarder si on va, surtout si on veut attirer la nature au jardin, les plantes indigènes, il n'y a pas de plantes domestiques qui bitent, des plantes indigènes pour attirer les insectes bénéfiques autour du jardin. Ça fait, on veut peut-être garder une lisière propre autour du jardin pour pas que les mauvaises herbes et les choses rentrent dans le jardin, mais c'est une bonne idée d'avoir proche du jardin des plantes qui poussent comme, passez pas le gaz, la tondeuse, là. Laissons les mauvaises herbes pousser, les plantes sauvages pousser, parce que c'est qui, vraiment, ça amène tellement beaucoup au jardin. On veut que nos pollinisateurs sont habitués de passer du temps dans notre jardin. Puis comme ça, on aura une meilleure pollinisation de nos fruits puis nos légumes dans le jardin. Vous avez déjà vu des fraises qui sont déformées un petit peu, là, c'est comme il y a un côté qui est pas tout à fait bien formé, ou donc une courge qui pousse juste un petit peu, puis le bout est tout petit puis maigre, là. Mais ça, c'est une pauvre pollinisation qui fait ça. Là, des fois, on a... c'est pour ça que c'est vraiment important d'encourager nos insectes indigènes, puis les autres animaux aussi indigènes, de passer puis venir faire l'ouvrage qu'on cherche pour eux. On peut, comme je vois ici, la photo à la gauche, on veut créer un environnement qui est invitant pour la nature, puis c'est bon pour nous autres aussi d'être entourés de fleurs. Tu sais, là, ça nourrit le jardin, c'est pas juste là pour nourrir le corps, nous nourrir avec la nourriture, mais aussi pour nourrir l'esprit. Puis, ils ont des rôles à jouer. Si on regarde le trèfle à la droite ici, c'est pas seulement qu'elle va attirer des bonnes bibites, elle fertilise la terre. C'est un légume, pareil comme les cosses et les pois, qui donne de l'engrais, de l'azote au niveau de ses racines. Ça fait, même si elle pousse autour, même si c'est comme une mauvaise herbe dans le jardin, elle n'est pas si mauvaise que ça. Parce qu'elle va attirer des abeilles, puis ses racines font de l'engrais. Puis à toutes les fois qu'on brise un petit peu la plante, elle va dégager de ces nodules d'azote-là à son niveau de racine. Ça fait que c'est important de pas éloigner la nature de notre jardin. On a peut-être peur que, OK, ben on va inviter tout ça d'affaires, mais les mauvais insectes vont venir aussi. C'est que les mauvais insectes vont venir de toute manière. Mais on veut pas exclure les bons insectes. C'est là. C'est eux qui vont balancer les choses. Si on fait des efforts pour éliminer tous les insectes, les mauvais insectes vont finir par nous trouver de toute manière par la fin de l'histoire. Ça fait, est-ce qu'on va regarder un autre aspect, c'est les prédateurs dans le jardin. Avec des araignées. Je vais vous admettre, là, chez arachnophobe, moi, là, c'est pas comique, là. J'ai vraiment peur des araignées, ok, là. Vous voulez me faire crier puis courir, là. Puis j'ai un croupitou, moi, là. J'aime pas de courir, là. Je suis pas un couru. Mais mets-moi une araignée sur la main. Ou mets-moi une araignée sur l'épaule. Je vais courir encore 1000, là. Ok, c'est juste ça l'affaire. Mais, dans le jardin, ils font tellement un beau travail pour réduire le nombre d'insectes négatifs. Ils vont pas éliminer un certain insecte particulier, mais leur présence réduit la population en gros des insectes qui sont présents. Ça fait que c'est une force incroyable pour contrôler les populations de bébés dans le jardin. Puis ils sont partout, là. Quand c'est que tu vas dehors, on donne de 1 mètre autour de tes pieds, il va y avoir une centaine d'araignées. Ça fait rien, jusque c'est que tu es dans la nature, il y a des araignées tout autour de nous autres. On les veut, on veut les inviter, on veut les célébrer. Ils sont des héros dans le jardin. Si on les enlève du jardin, le nombre d'insectes qui vont venir comme c'est pour ça, quand c'est qu'on passe des pesticides, puis qu'on tue tous les insectes, on tue aussi les araignées. Puis là, c'est ce temps-là que c'est qu'on va commencer à voir qu'on dépend sur les pesticides pour maintenir notre jardin. Parce que là, on a enlevé le contrôle des insectes. En enlevant les araignées. Ils ont une présence, comme tu as dit, là, il y en a beaucoup, là. Tu en trouves toujours. Puis, ils sont là en train de contrebalancer. Juste, c'est des forces qui contrebalancent les aspects négatifs des insectes. Si on les enlève,
c'est là, c'est vraiment, ça peut causer des problèmes énormes. C'est là ici qu'on voit des infestations commencer à rentrer. Parce que c'est que les insectes qui sont contre nos légumes, les insectes qui mangent nos légumes, ils peuvent sentir les légumes puis ils vont aller aux légumes. Tandis que tous les autres insectes ne sont pas nécessairement. Puis, tu sais, là, c'est pour ça, c'est important de les garder dans le jeu, là, tu sais, parce que, tu sais, là, autrement, ça devient vraiment un gros problème. Les libellules, c'est une bonne chose d'avoir de l'eau proche du jardin. Un étang, des assiettes, tu sais, là, d'eau, comme on peut mettre des assiettes d'eau avec des marbles dedans, là, pour laisser les abeilles se poser dessus puis boire de l'eau. Si on a de l'eau proche de nos jardins, les libellules vont venir. Il va y avoir des libellules de toutes sortes. Moi, chez nous ici, il y a un étang en arrière, j'ai un ruisseau. Il y a un étang de l'autre côté du chemin. Puis il y a une swamp à côté de mon terrain ici. Ça fait qu'il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de bébites, il y a beaucoup de méringouins, mais il y a des libellules aussi. Libellule est probablement le prédateur qui a le plus de succès sur la Terre. Une libellule est plus féroce et plus de succès en chasse que même des lions, des loups. Tu sais, là, il n'y a rien qui bite le taux de succès pour attraper leur proie que la libellule. Ça fait que si on veut vraiment contrôler des bébites, des libellules. Tu sais, puis aujourd'hui, comme je parle d'insectes, là, pour contrôler pour des prédateurs, mais il faut pas oublier les oiseaux. Des hirondelles, tu sais, là, avoir des nids d'oiseaux, des affaires autour du jardin, eux aussi. C'est souvent qu'on va voir des oiseaux rentrer dans le jardin, puis ils vont rentrer là-dedans, puis on a peur, ils sont en train de manger mes plantes dans le jardin. La réalité est que les oiseaux, la majorité des oiseaux préfèrent manger des insectes. Il y a plus de calories, il y a plus de nutriments d'un insecte que d'une plante. Ça fait que pour eux, la plupart du temps, surtout les hirondelles bizarres, ils s'en vont pas là-dedans pour manger nos plantes. Ils vont là-dedans pour manger les bébés qui sont en train de manger nos plantes. Ça fait que c'est quelque chose on veut essayer d'encourager à passer du temps dans notre jardin, créer des habitats qui vont les inviter. On peut commencer à regarder les pestes. Maintenant, ici, je vais commencer avec la pire bête qui, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle existe, mais elle est là, elle fait juste du dommage. Tu peux rien faire avec. Une fois qu'elle commence à rentrer dans les patates, il faut passer du temps puis essayer de les arracher puis s'en débarrasser. C'est un vrai gros problème. Au point où c'est que nous autres ici, pour plusieurs années, on a arrêté de faire pousser des patates. Parce que tu peux pas faire pousser une patate sans passer au moins une fois par jour avec une bouteille, soit d'eau, de l'eau salée ou de la gasoline ou de l'alcool, puis tu ramasses tes bêtes à patates puis les tirer dedans puis toutes les nettoyer. Ça se reproduit tellement vite. Puis ça demande tellement d'attention pour jardiner. Nous autres, on a arrêté. Jusqu'à ce que j'ai trouvé une variété de patates qui est résistante aux bêtes à patates. Ça a été, c'est une patate qui a été développée à l'Université de New Brunswick, qui est croisée avec une patate indigène, une patate sauvage, la plante duquel les patates ont été breedées, qui ont été, ils ont été domestiquées. Ça fait que la plante sauvage, elle est résistante au Colorado Potato Beetle. Puis, là, en mettant ces gènes-là dedans la plante domestique, elle a plus développé une résistance, elle aussi. Je les ai testés, ça fait 3 ans, puis carrément, les plantes qui résistent les bêtes à patates, il n'y a pas de bêtes à patates, puis les patates qui sont plantées juste à côté, qui sont toutes les autres variétés, sont infestées, puis c'est un gros problème. Ce que vous voyez là, la photo à la gauche, c'est une plante de mon jardin de l'année passée que j'avais testé, qui était à côté des plantes à patates qui étaient résistantes. Puis c'est juste pour montrer, là, c'est des populations incroyables, puis ça défait tout. Là. Ça mange, par la fin de la saison, si je fais rien avec les bêtes à patates, tout ce qui reste, c'est la petite nobe qui se décote de la terre. Il n'y a pas de feuilles qui restent en tout. Là. Tout se fait manger jusqu'à terre. C'est un vrai gros problème. Il y a des contrôles qu'on peut mettre pour ça. Puis on va regarder à des solutions qui sont, on va dire, des pesticides, mais c'est des pesticides considérés biologiques. OK? Parce que moi, je veux absolument pas mettre de poison, des chimies qui sont toxiques
dedans mon jardin. Puis il y a des certains insectes que il y a pas beaucoup d'autres choix que d'utiliser des produits. Mais il y a d'autres manières de faire des contrôles là-dessus. Il y a pas beaucoup de prédateurs, par exemple, que j'ai vu qui mangent des bêtes à patates. C'est méchant, ces affaires-là. Puis ça a pas l'air comme si qu'ils goûtent à bon. Ils mangent les patates, puis les feuilles des patates sont toxiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'autres insectes qui veulent manger la bête à patates. Elles consomment la plante là parce que ça fait partie de la famille de nightshade qui sont toxiques. Ensuite, il y a les petites chenilles dans les arbres à fruits, le tent caterpillar qu'on appelle en anglais. Je suis sûr, vous avez vu ça dans la photo à la gauche. Ça ressemble à un filet de fil d'araignée. Puis c'est plein de petites chenilles là-dedans. Moi, ici, on n'a pas besoin de pesticides. Ça que moi je fais d'habitude, je m'en viens avec une blowtorch. Je brûle le nid. Puis j'ai pas besoin de briser l'arbre. Tu peux aussi, si t'es moins zéleux que moi, tu peux prendre puis tu peux défaire puis ramasser l'amas de chenilles avec tes mains, le jeter à terre puis marcher dessus puis les écraser. Il y a du monde qui vont couper la branche puis la mettre dans un feu. Tu sais, là, moi, je préfère ne pas endommager l'arbre. L'affaire, c'est que on veut plus espérer tard le soir, lorsque c'est que les chenilles retournent au nid. Dans le jour, ils sont sur les bouts des branches, ils sont tout en train de manger, mais le soir, ils retournent au nid. Ça fait que c'est mieux de défaire le nid une fois qu'ils sont toutes dedans, puis toutes les débarrasser dans une shot. Puis c'est plus facile de faire ça de même. On n'a pas besoin de mettre des poisons pour débarrasser de ces insectes-là. Juste sont plus faciles à contrôler. Ça, c'est juste d'y aller quand ils sont allés se coucher le soir, puis raider le nid. Sur le gros conflit qu'on a avec les bêtes à concombre, les cucumber beetles. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Si vous les avez jamais vus, vous êtes parmi les plus chanceux alentours. Tout le monde qui fait pousser des courges, des concombres, normalement, on voit ces insectes-là, puis ils rentrent dedans. Puis comme vous voyez la photo à la gauche, ça c'est un de mes courges que j'ai planté. C'est qu'ils vont souvent vraiment affecter la plante lorsqu'on vient juste de la transplanter. Elle est faible, elle est vulnérable, elle est en train d'essayer de s'adapter à une nouvelle place dans le jardin. Puis tandis qu'elles sont jeunes, elles sont plus vulnérables à ces bébites-là. Puis souvent on va les trouver dedans la fleur, puis ils vont se cacher dedans la terre puis dans le paillis autour de la plante. Puis ils se reproduisent extrêmement rapidement. Le truc avec eux, c'est que j'utilise ce qu'on appelle la terre diatomée. Ça aussi, c'est un produit qui est non toxique. C'est essentiellement ça que la terre diatomée, c'est composé de coquilles, du silica, c'est comme du sable, c'est comme de la vitre. OK? Puis, si tu regardes ça au microscopique, là, tu sais, si tu prends ça au microscope, on voit que ça semble toutes des morceaux de vitre cassés, des structures pointues, aiguës. Ça qui arrive, c'est que quand c'est que l'insecte marche à travers de ça, ça y passe tout dans les armpits, là, puis tout dans sa carapace, là, partout ce c'est qu'elle va bouger, puis ça égratigne sa carapace. Puis avec l'égratignement comme ça brise la carapace, l'insecte commence à déshydrater, puis il est pas capable, tu sais, comme son jus dans le dent sort. Puis ça va, c'est nuisible, ça lui fait du mal, c'est déplaisant. Si qu'elle reste dedans, elle va mourir, puis souvent ils vont s'en aller si c'est ça le cas. Mais c'est de quoi, c'est un produit il y a des formes de terre diatomée comestibles, on peut le manger. Il y a du monde qui nous mange comme un supplément de vitamines. Celui-là qu'on met pour les bébites, par exemple, c'est pas la version qu'on devrait manger parce que c'est qu'elle n'a pas été, elle n'a pas passé à travers des procédures pour être comestible par des humains. Il y a des normes qu'il faut suivre pour ça, mais essentiellement, c'est de quoi qui va affecter tous les insectes. À ce tour, si on va utiliser un produit comme ça, elle va affecter aussi les insectes bénéfiques. Ça fait que sur nos concombres,
souvent, moi, ça que j'aime de faire, c'est avant que le cocon, puis les courges, puis toutes les cucurbitacées, toutes les plantes de cette famille-là, lorsqu'on les transplante, quand on les plante, puis ils sont jeunes, là, je vais prendre un petit peu de sa poudre-là, puis je vais la poudrer dessus, là, pareil comme du baby powder sur les fesses des bébés, là, pouf, 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 là, puis une petite poudre blanche partout dessus la plante. Les insectes vont se promener dessus, ils vont se faire endommager, ils vont s'en aller. Puis la plante, une fois qu'elle est plus forte, qu'elle a pu dépasser ce niveau-là, où c'est qu'elle est vulnérable, elle devient plus mature. Ce qu'on peut l'aider à se rendre là, on n'a plus besoin du produit. C'est que quand c'est que la plante est jeune, vulnérable, elle n'est pas capable de faire les chimies dedans ses tissus. C'est comme, une fois qu'elle est mature, elle va être capable de changer le goût de son tissu, qu'elle devient moins agréable à manger. Les insectes, ils vont infecter les plantes qui sont malades, vulnérables ou faibles. Les plantes qui sont vigoureuses, qui sont fortes, ils vont pas se faire affecter par des infestations. Ça fait que le truc pour se débarrasser des bêtes à cocon, c'est juste de lui donner un petit coup de main au début, puis encourager sa force. Si je vais utiliser du produit comme ça, de la terre diatomée ou d'autres produits de pesticides, je l'utilise plus une fois que les fleurs commencent à être grosses assez qu'elles vont commencer à être productives, puis que je vais attirer des abeilles. Tu sais, là. Ça fait qu'une fois que la plante commence à produire du fruit, elle devrait être forte assez pour résister les bêtes, les cucumber beetles. Un autre truc pour ça qui attire les plantes, les cucumber beetles, comme j'ai dit tantôt, c'est des plantes vulnérables. Si on fait pousser nos plantes de cocombe trop longtemps, puis sont trop matures avant qu'on les transplante de haut, elle va attirer, ils vont avoir ces problèmes-là. Ça fait que le truc avec des cocombes, c'est d'attendre. Si on va les planter de haut le 10 de juin, on va les planter à la maison 2 semaines avant de les mettre de haut. Puis pas plus tard que ça. On veut transplanter nos cocombes lorsque c'est qu'elle a une première feuille, une première vraie feuille. Quand c'est que la coquille craque, il y a deux petites feuilles là, qui fait partie de la coquille, puis c'est qu'il y a une vraie feuille qui sort, tout de suite, il faut la transplanter de haut. Si elle est trop vieille, les racines de cocombe sont extrêmement vulnérables. Ça fait qu'en sortant du pot, gigotant la plante, danse d'un bord à l'autre. Ce qu'elle danse par ici, toutes les racines sur ce côté-là, sur le côté-là sont toutes déchirées. Ou une grosse partie sont déchirées. Puis ce qu'elle galance de l'autre côté, il y aura d'autres racines qui sont brisées. Puis elle va elle va pas avoir les ressources qu'elle a besoin. Quand ça a habitué les racines qui étaient là, ces racines-là qui ont permis la croissance qui est là. Si on coupe les racines, la croissance qui est là a ses ressources de couper, puis elle est plus capable de continuer à partir jusqu'à l'été. Faut qu'elle recommence à bâtir d'autres racines. Puis pendant qu'elle essaye de se rattraper, elle dégage des senteurs de stress qui attirent les bébites à cocon. Ça fait, l'idéal, c'est même pas de les planter en toutes à la maison. Chez nous, on les commence jamais à la maison, les cocombes. On les plante directement dehors, dessous un frost blanket, le 24 de mai. Puis, même s'il y a des frettes, on a un frost blanket dessus, des fois même 2 couches de frost blanket, pour permettre protéger du gel, du fret, parce que c'est pas une plante qui est capable d'endurer du fret pantoute. Puis, je vais souvent en planter à 2 différentes reprises. Je vais en planter tôt. Puis, je vais attendre. Puis, je vais en planter dans une autre 2 semaines. Je vais en planter une autre section quelque part d'autre. J'ai tout le temps un backup. En tout cas, qu'il y a du fret qui vient tard, qui endommage ma première semence. J'ai ma deuxième semence en backup. S'il n'y a pas de fret, j'ai 2 fois plus de cocombe. C'est une bonne chose. C'est ça. So, ici, il y a un autre produit ici, BTK, qui est aussi considéré organique. C'est pas une chimie. Vous allez voir ici, moi j'utilise, c'est pas des chimies. Moi, si j'utilise un pesticide, le moindrement, c'est quelque chose qui a un aspect biologique qui fait partie de la nature déjà. Le BTK, c'est un virus, okay, qui infecte le système digestif, qui infecte seulement les chenilles. Ça fait que quasiment tous les insectes qu'on a commencent par une larve, une chenille. Ça fait que les bêtes à patates, les chenilles qui vont dedans nos choux, particulièrement, j'utilise souvent le BTK dans les choux
les brocolis, petites affaires, là, les petits vers verts, là, les petits papillons blancs qui viennent poser des œufs puis donner des petits vers, des petites chenilles vertes là, qui a la même couleur comme le chou, là. Ben, ce produit ici, on peut c'est comme de petites bouteilles, tu mets ça dans une coupe de gouttes, là, tu sais, là, d'une grosse un gros chaudron d'eau, puis tu peux les sprayer sur les feuilles. Le virus va se faire détruire par la radiation solaire. Ça dure pas longtemps, là. Ça va durer une journée ou deux, là. Puis c'est pas mal tout. Si il faut, ça va délaver le virus sur la plante. C'est pas de quoi qui va rester dans l'environnement puis continuer à me donner du dommage. Par exemple, jusqu'ici qu'on voit qu'il y a beaucoup de dommages d'insectes. Puis on veut contrôler les insectes. Surtout si on est tôt dans la croissance de la plante, on peut venir puis donner un petit spray du BTK. On a contrôlé l'année passée les bêtes à patates avec 2 sprays de BTK. On a fait une semaine, puis je crois que 2 ou 3 semaines plus tard, on a donné un deuxième spray, puis ça a fortement contrôlé le pire du dommage. On avait encore une présence ici là, on voyait encore des bêtes à patates, mais le dommage n'était pas si fort que si on les laissait reproduire le plein de choses. La raison qu'on espère les 2 semaines, c'est que s'il y avait des œufs qu'on n'avait pas vus, ils ont été clos, puis là, ils seraient présents, puis là, ils seraient en train de consommer le produit. L'affaire avec le BTK, c'est qu'on le veut sur la surface de la feuille, lorsque c'est que l'insecte mange la feuille, là, elle ingeste ce virus-là, puis ça lui fait du tort. C'est pas de quoi qui va affecter quoi que ce soit, des oiseaux, des humains, des mammifères. C'est pas un virus qui est capable, qui est adapté en tout à nuire à notre biologie à nous autres. Puis ça, je vais te dire, ces produits ici, c'en est un que c'est que j'y ai pensé à plusieurs reprises avant de l'utiliser. Je crois que c'était ma 12e année de jardinage avant même que je l'ai essayé, parce que pour moi, utiliser des pesticides, pour moi, c'est de quoi qui est important, que je veux faire sûr que c'est biologique, c'est organique, il n'y a pas de toxines, il n'y a pas rien qui va nous faire malade. On fait du jardinage chez nous pour la santé. Puis, c'est là, c'est quelque chose que j'hésite beaucoup d'incorporer. Ça fait que j'ai fait beaucoup ma recherche dessus ce produit-là. Puis, je me sens plus à l'aise. J'ai toujours, même la terre diatomée, j'ai toujours dans l'arrière de ma tête une petite méfiance. Mais comparé là, à l'utiliser, puis avoir une récolte, puis pas l'utiliser, puis perdre la moitié de mes récoltes, puis là. Puis ça c'est quelque chose qui est pas tellement cher, c'est pas de quoi qui est cher. Hein. Mais ça dure pas longtemps, par exemple. Une fois que tu le mixes là, faut l'utiliser immédiatement. Tu peux pas mixer une batch, puis la cire là, puis l'utiliser d'une semaine, parce que c'est que le virus va tout mourir là-dedans, puis ça va pas être effectif pour tout. C'est ça la différence entre une présence et une infestation. C'est le dommage sur la plante. Si la plante est pleine de trous, surtout les parties que nous autres on veut manger, comme sur un brocoli, s'il y a des dommages sur les feuilles, ça fait pas grand-chose. On va pas manger les feuilles. Mais le fruit, la fleur du brocoli, c'est là ce que c'est qu'on veut, nous autres on veut manger. On veut pas de dommages là-dedans. Puis quand ce que c'est qu'on amène notre brocoli à la maison, puis on va le mettre à bouillir, on veut pas des petites chenilles qui vont flotter à la surface de l'eau quand ce que c'est qu'on met nos brocolis, là. C'est gross, puis on veut pas ça. C'est là, c'est là ce que c'est que la présence d'un insecte, puis si qu'on voit une bébite, puis qu'il n'y a juste pas de dommages sur les plantes, il n'y a rien à paniquer. Là, il y a des mille, puis des mille, il y a plus de variétés de beetles, des petits insectes à carapace, qu'il y a de toutes les autres espèces, de tous les autres animaux sur la Terre. C'est une des formes de vie qui a le plus de diversité sur la Terre. C'est les beetles. So, veut dire, on va nous trouver, puis on va nous trouver qu'on n'a jamais vu avant. Puis, c'est pas quoi overly méchant. Il y a beaucoup d'insectes qui vont aller, puis eux, ils mangent les œufs des autres insectes. Il y a on regarde, par exemple, des earwigs. On a beaucoup des earwigs. Puis, ils sont effrontés. Mais, la majorité des choses qu'un earwig va manger, c'est les œufs d'autres insectes. C'est ça qu'ils aiment de manger. Ça fait qu'ils sont si méchants que ça. Moi, je les trouve méchants. Je suis OK si qu'ils mangent les œufs des autres insectes.
surtout les œufs des insectes néfastes, mais je vais pas rouvrir mon blé d'Inde, enlever des choses sur mon blé d'Inde, puis trouver des earwigs là-dedans. Tu sais, là, ça fait que ça, tu sais, là, si on voit une grosse, énorme présence de earwigs partout dedans nos légumes, puis c'est gross, parce que s'ils sont là, ils sont très chiés là-dedans, si vous me permettez d'utiliser le terme. c'est pas ça qu'on veut, parce que là, leur fumier est pas nécessairement bon pour les autres. C'est pas exactement nutritif, on va dire, ok? Ça fait que, jusqu'à ce qu'ils sont en train de causer des problèmes à notre récolte, c'est là ce que c'est qu'on voit la nécessité d'agir et faire de quoi pour ça. Si on voit pas de dommages, puis on voit un insecte qui est bizarre, c'est du fun de prendre des photos, puis aller voir en ligne si qu'on peut l'identifier, tu sais là, puis ça peut être un challenge parce que c'est comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de formes de vie qui sont dans le monde des insectes qu'il y a que les autres formes de vie. Ça fait qu'il y a beaucoup de variétés qu'on peut aller chercher là. Sur les limaces, je sais pas. Parmi d'entre vous autres qui jardinent dans la terre grasse, je l'ai déjà mentionné dans d'autres webinaires. Moi, chez nous, je fais pousser, mon terrain, c'est de la terre grasse, c'est de l'argile. Ça fait que ça a tendance à être humide. Moi, je suis dans une vallée. Il y a un ruisseau dans le fond de ma vallée. Ça fait que là, il y a tout le temps de l'humidité. Ça fait que chez nous, moi, il y a énorme de population de limaces. Puis, c'est vraiment difficile de les contrôler. Le pire dommage que les limaces font, c'est tôt la saison, lorsque c'est que les graines qu'on a plantées directement de la terre commencent à germer, commencent à rouvrir. Les plantes sont tendres, elles goûtent à bon, elles sont vraiment délicates, puis les limaces adorent les manger. Ça fait que dans une plate-bonne de cosses ou de fèves, des haricots, ça goûte vraiment bon. Une journée, tu les vois, ils sont toutes sortis, ils sont toutes rouverts, puis le lendemain, t'arrives, il n'y a plus rien. Puis normalement, c'est des limaces qui arrivent venues pendant la nuit, toutes consommer ça. Les limaces aiment vivre dessous le paillis. Ça fait que moi, normalement, puis j'encourage le monde d'utiliser le paillis. Là. Je ne veux pas vous décourager d'utiliser du paillis, ça fait beaucoup de bien dans le jardin. Mais tôt dans la saison, lorsque c'est qu'ils sont encore plus vieux, qu'on a encore nos pluies du printemps, on n'a pas besoin du paillis encore. Le paillis est vraiment plus nécessaire pour réduire l'évaporation de l'eau. Tu sais, quand c'est qui commence à faire chaud, juillet, au mois d'août, c'est le temps-là que le paillis va faire beaucoup de bien. Toute la saison, lorsque c'est que les plantes commencent juste à sortir, c'est mieux de enlever, tu sais, pas d'avoir trop de matière morte à terre, pas de feuilles ou des algues ou du foin, quelque chose comme ça. Une fois que les plantes sont plus grandes, sont plus matures, ils peuvent mieux résister aux limaces. Les limaces, eux, ils vont aimer de manger les choses qu'il y a dedans le paillis. Mais si les plantes matures, elles goûtent moins, sont moins tendres, sont moins douces, sont moins bonnes. Les limaces vont moins les manger, sauf certains légumes comme des choux, puis des affaires comme ça. On va souvent voir du dommage sur les choux puis des affaires de même. Ça que j'utilise une couple de stratégies pour les limaces. Une, comme je mentionnais une seconde passée, j'attends avant de mettre le paillis. Une fois que mes plantes sont matures assez pour se défendre, puis là, une fois qu'elles sont plus grandes, une fois que les haricots sont rendus hauts comme ça, là, puis sont plus fortes, sont plus vigoureuses, là, ben, je mettrais du paillis dedans le sentier. Pas nécessairement collé dessus l'écosse, mais dedans les sentiers, jusqu'à ce que je ne voudrais pas nécessairement qu'il y ait des mauvaises herbes. Parmi des tomates et des affaires comme ça, des limaces, c'est pas un gros problème. Parmi les choux, c'est important de les contrôler. Puis les produits qu'on a mentionnés tout à l'heure, la terre diatomée un petit peu, ça aide. Tu sais, là, du BTK, ça marche pas dessus des limaces. Mais il y a d'autres produits qui marchent très bien. Puis sont aussi considérés organiques. Des slug bait. Ça se vend il y a différents produits sur le marché. Ils sont tous pas mal pareils. Essentiellement, c'est du pain. C'est juste du pain avec du fer dedans. Ça fait qu'il y a un haut taux de fer.
Les limaces, ils sont allergiques à plusieurs métals. Le cuivre, le fer, des affaires comme ça fait que s'ils mangent, puis je dis pas que c'est des clous, là, c'est pas des marbles là-dedans, là. C'est juste que il y a un haut contenu de fer dedans, comme nos céréales, il y a du fer. Ben, ici aussi, il y a du fer. Quand ce que c'est que les limaces le mangent, ça fait une réaction allergique aux limaces, ça détruit le système digestif. Puis là, ils vont en manger, ils vont venir parmi vos affaires, ils vont consommer ces affaires-là, puis ils vont s'aller se cacher quelque part, puis ils vont disparaître, puis on va plus les voir. Ça fait que souvent le début de la saison, quand c'est que les plantes commencent à germer, commencent à sortir de la terre, je vais éparer du slug bait pour prévenir le dommage aux jeunes plantes qui commencent juste. Puis une fois que les plantes sont plus grosses, plus fortes, j'arrête. Je l'utilise plus parce que je vais pas dépenser d'argent. Ça coûte de l'argent, ces affaires-là. Puis je veux sauver de l'argent, je veux pas dépenser de l'argent. Ça fait que c'est plus nécessaire. On n'a pas besoin de continuer à utiliser ça toute la saison. Juste pour les premières couples de semaines, c'est que les plantes commencent juste à sortir de la terre. Plus tard, puis ça me fait un gros désespoir de l'admettre, mais j'ai quelque chose en commun avec des limaces. Ils aiment de la bière. Ça fait que je fais des beer traps. Puis des fois, je vais pas utiliser de la bière, je vais les truquer parce qu'ils sont pas fortement intelligents, ils sont gourmands, mais pas tellement intelligents. Ça fait qu'on peut mêler un petit peu de farine, du sucre, puis de l'eau. Puis ça fait comme une levure. Tu sais, là, ça fait avec du yeast, de la levure là-dedans. Puis la senteur de ça, ça a une senteur un petit peu alcoolisée. Ça aussi, ça attire les limaces. Puis ils vont rentrer dedans ce liquide-là et se noyer. Je suis pas si fort à aimer la bière que eux, par exemple. Là. Si tu me donnes une bathtub ou un swimming pool plein de bière, je vais pas me diver dedans puis me nailler comme un gazeux Ferrarion. Mais avec les limaces, si tu laisses un petit plat avec la bière ou si tu laisses une canne, une bouteille avec un petit peu de bière ou un petit peu de liquide fermenté avec de la levure, les limaces rentrent dedans à tous les jours, à toutes les nuits. Puis ils vont se nailler de là-dedans. Puis le lendemain, à tous les jours, à tous les 2 jours, tu peux venir puis divider les limaces mortes. Puis comme j'ai même fait un petit casseau, 2 casseaux d'ice cream qui se fit l'un dans l'autre. Celui-là dedans, tu poches des petits trous dans le fond là, pour faire comme un évier avec un passoire. Puis ensuite de ça, tu les assis l'un dans l'autre, puis tu coupes des fenêtres à travers pour que les limaces puissent rentrer à travers les 2 contenants. Puis tu mets, comme j'utilise des fois des casseaux d'ice cream, puis tu mets tu peux mettre des couverts dessus le fer, ça arrête la pluie de rentrer dedans, ça fait que ton liquide dure plus longtemps, il est moins dilué par la pluie. Puis avec le passoire, le contenant en dedans qui a des trous dans le fond qui peut agir comme un passoire. Puis là, tu peux rouvrir le contenant, enlever celui-là, le liquide reste dans celui-là qui est intact. Tu peux jeter tes limaces, puis remettre, puis tu sais là, ta beer trap est prête à nous débarrasser d'autres. Ça fait que je vais nous laisser comme ça un petit peu ici et là, surtout parmi les choux, parce que je voudrais pas, je m'ai aperçu si je les laisse faire, les limaces, ils vont venir, ils vont se niger dessus le chou, ils vont se faire un petit trou, puis ils vont vivre là-dedans. Puis quand c'est que je viens pour faire mon coleslaw, puis j'ai en train de dégratigner mon chou, ben là, je trouve une demi-limace là-dedans, là, puis ça, c'est comme, ça ruine le repas, là. J'aime beaucoup mon coleslaw, ça fait que je veux pas de limaces là-dedans. OK? So, c'est des méthodes comme ça, là. C'est comme, on peut utiliser certains produits stratégiquement. C'est là, mais il faut regarder sais-tu de quoi que si un oiseau mange ceci, ça va-tu nuire à l'oiseau? Pas vraiment, c'est juste du pain avec un taux élevé de fer dedans. L'oiseau va le manger, puis le fer, c'est le nutriment. C'est une vitamine qui aide notre sang à porter l'oxygène. C'est ça qui fait notre sang rouge. Ça fait qu'on a besoin du fer dans notre diète. Puis même chose pour les oiseaux. Ça fait que c'est quelque chose que je me sens OK d'utiliser ici et là stratégiquement. La seule chose qui me fait hésiter, c'est le coût. Je veux pas dépenser de l'argent dans mon jardin. Je préfère faire tout moi-même, utiliser des méthodes qui coûtent pas cher avec des matériels que j'ai à traîner autour de la maison si je peux. C'est pour ça des beer traps et des affaires plus tard le restant de la saison. C'est là que moi d'habitude je vais tourner pour me donner
un rendement plus sécure puis plus prédictible. Jusqu'ici qu'il y a les pires des problèmes, si tu veux utiliser un produit comme ça, les slug pellets pis ça, c'est là, juste autour des plantes qui sont vulnérables. T'as pas besoin de les parer partout dans la yard. Moi ici, là, c'est une des raisons pourquoi c'est que je m'ai acheté des oies. C'est que les oies, les canards, ils aiment de manger des limaces. Puis si on a des Canada Geese dedans la yard, là, ben oui, ils sont féroces, mais en même temps, là, il est de débarrasser de ça. Il y a aussi des serpents. Des garter snakes, les petits serpents là, qu'on a par ici, là, c'est pas des serpents poison. Tu sais, on va toucher les deux choses que c'est que la plupart du monde a peur, des araignées puis des serpents. Mais ils sont des amis aux jardiniers, ces animaux-là. Ça fait que le serpent, lui, va manger des limaces. Ça fait que c'est une bonne chose de regarder. Tu sais, une place où c'est qu'il fait chaud. J'ai souvent retrouvé des serpents assis, enroulés dessus le fait du paillis, d'une place ensoleillée dans mon jardin. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de chasser des limaces pendant le jour. Pendant le printemps, tu vois ce que c'est que j'ai mis des bouches, des tarpes dessus le fait de mes plates-bandes. Je vais lever la tarpe. Il y aura eu des souris qui auraient fait des nids dans mon jardin dans l'hiver. Mais en levant la tarpe au printemps, c'est plein de serpents, il n'y a plus de souris. Les serpents ont tout débarrassé des souris. Puis là, ma plate-bande, elle est propre. Il n'y a plus de petits mammifères niaiseux là-dedans. Puis là, on peut, tu sais, là, continuer à jardiner. C'est juste que il faut se bracer un petit peu en levant les tarpes, là, comme moi puis mon épouse, là, mon épouse est pas trop, autant un fan des serpents que moi j'ai un fan des araignées. Moi, j'aime les serpents, mais elle, pas tout. Ça fait que souvent, c'est moi qui vais avoir la tâche d'aller lever les tarpes dessus le fait de mes jardins parce que elle se fait surprendre des fois. Là. Une année, là, je l'ai filmé, là, elle est entourée de comme 7 ou 8 différents serpents. Puis elle savait plus y tourner, là, la pauvre chère. Elle faisait pitié.